Merci d'être là, surtout, même si on n'est pas beaucoup, c'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez là. Et je vais aujourd'hui vous parler surtout pourquoi vous n'êtes pas beaucoup. Parce que, tout simplement, la plupart, les écosystèmes médiatiques aujourd'hui, ça touche évidemment France Télévisions, et on va en reparler, mais pas seulement. Les écosystèmes médiatiques aujourd'hui sont extrêmement centralisés autour d'une petite caste, avec à la tête de chacun de ces médias, de ce qu'on appelle les médias mainstream, même si le mot, je suis assez critique sur le mot parce que médias mainstream, ça veut dire médias de masse. Or, on a en fait, moi je parle plutôt de médias institutionnels parce qu'on parle plutôt de médias qui sont subventionnés éventuellement. Et en fait, pourquoi aujourd'hui les personnes comme vous et moi sont considérées comme des complotistes, comme des personnes d'extrême droite, comme des personnes qu'il ne faut surtout pas écouter, et surtout comme des désinformateurs. Tout ça, ça vient je vais vous parler, je vais faire un discours un petit peu long, je pense que je peux, si on me permet. Je vais vous parler en fait d'un événement qui s'est passé en 2005, et je crois que vous êtes tous connaissez cet événement, qui a été le référendum sur la Constitution européenne. Pourquoi je vous parle de ça? Puisque en 2005, il y a eu plus de 71%, sachant que c'est un chiffre minimum, 71% de la couverture médiatique réservée au parti du oui. Je parle uniquement des partis de oui. Au niveau de la propagande du oui, on était pas loin de 90%. Ça, pourtant, malgré ça, vous avez eu 54% des Français qui ont dit non. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez eu une résistance citoyenne contre cette propagande du oui. Et cette propagande du oui, elle était fondée uniquement sur quoi? Sur les valeurs. Les valeurs de la démocratie, les valeurs de l'Europe, parce que vous comprenez, l'Europe, c'est voilà, c'est un rassemblement de notre histoire, etc. Ça parle à tout le monde quand on dit des choses comme ça. Et je pense que certains, peut-être d'entre vous, moi j'en ai fait partie, ils croyaient à l'Europe, ils trouvaient ça beau l'Europe, c'est pas un vrai. Moi j'ai des origines espagnoles par ma grand-mère, on a tous parfois des origines européennes, entre guillemets, donc cette notion européenne, on y est un peu attaché. Quand on vous parle, quand on vous présente les choses comme ça, en fait, on vous manipule. Et c'est cette manipulation qui a été utilisée dans les médias en ne parlant uniquement de valeurs. Et il ne faut surtout pas parler du fond. Qu'est-ce qui était le fond? Le fond, c'était un traité constitutionnel qui allait nous supprimer la souveraineté. Et quand je parle de la souveraineté, c'est évidemment la souveraineté populaire, la souveraineté de la nation, dans un premier temps, mais aussi la souveraineté populaire. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et quand on parle de la souveraineté populaire, c'est le fondement de la démocratie. C'est-à-dire que sans souveraineté du peuple, il n'y a pas de démocratie. C'est une chose assez simple, en fait, à comprendre. Or, la Constitution européenne, qu'est-ce que c'était? C'était tout simplement de dire, on ne va pas donner un maximum, voilà, il y a des questions, notamment les questions économiques, il ne faut plus que ce soit au peuple qui décide. Il faut que ce soit à des technocrates. Ce que quelqu'un comme Alain Minc a appelé le cercle de la raison. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, en fait, ce fameux cercle de la raison, quand il y a eu justement un vote de non, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le peuple s'est retrouvé sur Internet à discuter vraiment de politique, à s'intéresser au sujet de fond, à s'intéresser sur quelles étaient vraiment cette Constitution européenne. Qu'est-ce qu'il y avait derrière tous ces beaux discours de démocratie, d'écologie, de valeurs antiracistes ou autres. En fait, qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça? Derrière tout ça, il y avait un traité qui était principalement fondé sur le libre-échange économique. Le libre-échange, c'est vraiment une idéologie qui est la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux. Et tout ça, c'est évidemment au profit d'une oligarchie de personnes qui sont au sommet du pouvoir, qui gagnent beaucoup d'argent grâce à ça, et qui, en fait, contrairement à ce que nos médias nous ont présenté, n'a strictement rien à voir avec la gauche démocratique, la gauche qui est, entre guillemets, anticapitaliste.
et n'a non plus strictement rien à voir avec, on peut dire, la droite patriotique, qui est la droite qui est attachée à ses valeurs culturelles, etc. Et quand je fais cette distinction-là, cette distinction est évidemment pas fermée, puisque vous avez beaucoup de gens à gauche qui sont évidemment très attachés aux valeurs culturelles françaises, et vous avez des gens à droite qui sont aussi attachés à des valeurs sociales. Ce que je veux dire par là, c'est que on a vraiment voulu distinguer, enfin, non pas faire un débat, au contraire du débat, on a voulu marteler une propagande qui consistait à dire il y a le camp du bien, il y a le camp du mal. Et le camp du bien, c'est le cercle de la raison. C'est le fait de dire qu'il faut laisser les choix économiques, les décisions à des technocrates non élus, puisque vous savez que la Commission européenne, ce sont des personnes qui ne sont pas élues par le peuple. Il faut les laisser choisir parce que le peuple pense mal, tout simplement. Donc il faut comprendre que derrière cette idéologie-là, il y a une idéologie qui est fondamentalement antidémocratique. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que, après le référendum de 2005, vous avez eu un rapport ministériel, j'ai plus en mémoire qui avait fait ce rapport, mais vous avez eu un rapport ministériel qui a considéré que les médias ont été en échec parce qu'ils n'avaient pas fait assez de propagande pour le oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. C'est-à-dire qu'ils ont dit, mais c'était pas assez. C'était pas assez parce qu'on n'a pas convaincu tous ces gueux-là de voter pour nous. C'était vraiment ça. Et après ça, vous allez avoir, il y a eu cet événement-là, il y aura un deuxième événement très particulier, qui est l'élection de Donald Trump en 2016. Pourquoi? Alors même quoi qu'on pense de Donald Trump, et je fais partie des gens qui sont critiques à l'égard de Donald Trump, mais Donald Trump, qui était un personnage, lui s'est opposé, entre guillemets, à une forme à certains démocrates au pouvoir aux États-Unis, qui étaient justement l'incarnation, qui n'étaient non pas des démocrates au sens propre du terme, mais des gens qui étaient, plutôt, qui affichaient un espèce de progressisme de façade pour derrière profiter justement à ces idéologies de mondialisme, de libre-échange, etc., qui sont aussi au cœur de la Constitution européenne. Quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, vous avez eu un matraquage médiatique contre lui aux États-Unis. C'est-à-dire que vous avez eu des études qui montraient que, alors, en 2016, on était à plus de 60-70% des médias qui étaient contre lui, y compris les médias conservateurs, y compris des médias que les gens de France Télévisions classifieraient à l'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était pas une question d'être d'extrême droite ou d'extrême gauche ou conservateur ou démocrate, c'est que tout simplement, Donald Trump, il prônait, alors je vais pas parler de souverainisme parce qu'on est très très loin quand même, mais il prônait une forme de protectionnisme américain. Et cette idée du protectionnisme, c'est vraiment la peur la plus fondamentale des certains oligarques mondialistes qui sont au pouvoir actuellement. Et donc, quand Donald Trump a été élu aux États-Unis, vous avez eu, pareil, le même sentiment en disant, mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a tout fait dans les médias, on a tout fait pour que les gens ne votent pas pour ça, quoi, quand même. On l'a traité de nazi, on l'a traité de tout ce qu'il faut, et pourtant les gens ont voté pour. En fait, à chaque fois que vous avez eu des événements comme ça, il y a eu le Brexit également. À chaque fois que vous avez eu ces événements-là, c'était des événements qui, en fait, le peuple a réfléchi par lui-même. Ce qui est encore une fois le fondement de la démocratie. Mais ça ne plaît pas, ça dérange. C'est extrêmement dérangeant de faire ça. Si le peuple commence à penser par eux-mêmes, mais où en est-on, messieurs, dames? On va commencer à remettre en cause plein de choses. On va commencer à regarder, par exemple, comment sont utilisés nos fonds publics, notamment, puisqu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça, Madame Hidalgo, on a appris que se payait des manteaux Dior, ce genre de choses. On commence à voir aussi comment est utilisé l'argent à France Télévisions, comme on a parlé la personne qui me précède. Marie-Charlotte. Charlotte. Comme on a parlé de Charlotte. Et donc, tout ça, quand on commence à regarder tout ça, si le peuple commence à réfléchir à des questions économiques, etc., mais ça fait peur. Ça fait peur au pouvoir. Et donc, il y a eu vraiment, au sein de certains cercles de la raison, encore une fois ce mot d'Alain, des think tanks, des ONG, des gens qui sont payés par des
gens milliardaires. Quand je dis milliardaires, c'est vraiment très très au-dessus, qui détiennent peut-être 20% de la richesse mondiale, ou beaucoup plus, 50% de la richesse mondiale. Et des gens qui ont dit, bon, c'est pas possible, on peut plus laisser faire ça. Pourquoi? Parce que Internet, ça commence à être dangereux. Internet, les gens, ils peuvent discuter entre eux. Ils peuvent commencer à réfléchir, ils peuvent se partager les informations qui ne circulent pas. Donc ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Et donc, à partir de là, vous allez commencer à avoir tous ces think tanks qui vont se développer et qui vont faire, en fait, beaucoup aussi de la propagande auprès des journalistes eux-mêmes. Et c'est ça, entre autres, qui va mener à ce qu'on appelle le fact-checking, qui, sous couvert de, soi-disant, faire de la vérification d'informations, consiste concrètement à faire passer des opinions qui sont les opinions de ces personnes, cette oligarchie mondialiste, etc., pour la vérité vraie, pour la vérité factuelle. C'est-à-dire que si vous pensez autrement, vous faites de la désinformation, vous faites du complotisme, vous êtes d'extrême droite. Et ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment, vraiment développé et qui, au moment du Covid, a pris une proportion énorme. Parce que, en fait, au sein des journalistes, si vous voulez, j'ai beaucoup de journalistes. Tous les journalistes ne sont pas des gens mauvais, tous les journalistes ne sont pas forcément d'accord avec Delphine Ernotte, par exemple. Au sein de France Télévisions même, vous avez des syndicats qui ont lutté contre Delphine Ernotte. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas uniquement ça, c'est que ils ont vraiment eu, à travers cette influence-là de ce que j'appelle le fact-checking, ou tous ces lobbies, ce que j'appelle plutôt des lobbies contre la désinformation, ils ont eu cette idée que, eh bien, en fait, il fallait, on les a convaincus par cette idée qu'il fallait que en fait, les journalistes sont des gens qui devaient garder une autorité. Et ça a convaincu beaucoup de journalistes. Pourquoi? Parce que Internet, ça fait peur. Ça fait peur de se dire qu'il y a des individus qui ne sont pas des professionnels de l'information, qui ne sont pas des professionnels qui n'ont pas fait d'école de journaliste, même si, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le journaliste n'avait pas besoin de faire une école de journaliste. Et ce que je veux dire, c'est que il disait, en fait, le journalisme se doit être réservé à des professionnels. Ce sont des gens qui savent distinguer le vrai du faux. Or, ces journalistes-là, ils sont comme tout le monde. Ils ont des biais, ils ont des opinions, etc. Et comment on les forme, ces gens-là? On va leur dire, c'est très simple, pour vous séparer de vos biais, vous allez dépendre de certaines sources, plutôt que d'autres. Et ces certaines sources, en fait, souvent, ce sont des sources qui sont elles-mêmes soit liées au pouvoir de l'État, soit liées à des ONG. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va fabriquer ce qu'ils appellent le fact-checking, puisque, en fait, l'idée, c'est, à partir du moment où on a une opinion qui circule, je vais prendre une opinion très simple. Au moment où il y a eu le pass sanitaire, au début, on a eu M. Olivier Véran qui nous a dit le pass sanitaire ne sera jamais demandé dans les restaurants. Le pass sanitaire ne sera jamais un passeport vaccinal. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des gens comme M. Julien Pin, par exemple, qui travaillent à France Télévisions et donc à France Info en tant que directeur de la chaîne Vrai ou Faux qui s'appelait avant Faux ou Fake. Il nous a dit non, le pass sanitaire ne sera jamais demandé dans les restaurants et non, ce ne sera jamais un passeport vaccinal. Et il a dit ça en disant que ceux qui pensaient le contraire avaient une pensée illégitime. Vous pouvez trouver le tweet, tout simplement, où il disait il y a des critiques légitimes du pass sanitaire et d'autres qui ne le sont pas. Donc, en fait, quand il a fait ça, Julien Pin, il a dit, tout simplement, il a fait ce qu'on appelle, ce que quelqu'un comme Idriss Aberkane appelle du blanchiment de fausses informations. Et plus exactement, il a blanchi un mensonge. Et il a blanchi un mensonge du gouvernement. Pourquoi? Parce que quand on vous demande de traiter des questions on ne peut pas le deviner, entre guillemets, on ne peut pas savoir ce qui va être, mais le simple fait
qu'il y ait des opinions qui puissent se méfier du pouvoir, c'est quelque chose qu'il faut contredire, absolument. Et pour le contredire, on va les traiter de désinformateurs. Et donc, automatiquement, quelqu'un comme Julien Pain, il va dire, ben non, ceux qui pensent le contraire, ceux qui se méfient de l'idée que quelqu'un comme Olivier Véran pourrait mentir, jamais Olivier Véran pourrait mentir. Eh bien, on va les traiter de complotistes ou autres. Et en fait, tout ça, ça a été fait dans tout un tas de fact-checking ou autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne touche pas uniquement les fact-checkers, entre guillemets. Ça touche toute une corporation de journalistes. Cette corporation-là, qui va finir par penser, finalement, eh bien, qu'il y a des gens qu'il ne faut pas inviter. Il y a des gens, il ne faut pas les écouter. Il y a des gens qu'il ne faut pas juste adhérer à leurs idées, même si on peut se poser la question, même si on se demande, parfois on se dit oui, ils ont un peu raison sur certaines choses, etc. Mais il ne faut surtout pas les écouter. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez tout un tas de lobbies qui vous ont dit, attention, ces gens-là, et quand je pense à des lobbies, je pense notamment à un lobby comme Conspiracy Watch, on les appelle souvent des fact-checkers, mais ce ne sont pas des fact-checkers, ce sont des lobbies. Et ces lobbies-là, ils vont vous dire, attention, les gens qui pensent comme ça, les gens qui commencent à se méfier des institutions, et vous pouvez vraiment, tous les think tanks, tous les lobbies contre la désinformation parlent vraiment d'une méfiance à l'égard des institutions. Cette méfiance à l'égard des institutions, eh bien, c'est automatiquement de la désinformation, c'est automatiquement du complotisme, et c'est automatiquement d'extrême droite. Ça, c'est un argument qui va revenir extrêmement souvent. Pourquoi? Parce que ça marche bien auprès de beaucoup de journalistes. C'est un fait sociologique, ni bon ni mauvais, mais un fait sociologique que beaucoup de journalistes, quand ils deviennent journalistes, viennent souvent de la gauche. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont des personnes qui, à la base, voulaient lutter, ont eu une espèce de... ont été inspirés par des personnes comme Élise Lucet, qui vont lutter contre la corruption, etc. Il y a beaucoup de journalistes qui partent avec cette idée-là. Donc vous avez beaucoup de journalistes qui viennent de la gauche à la base et qui vont rentrer dans cette espèce d'idéologie. On va leur dire, attention, tous ces gens-là qui critiquent la Constitution européenne, alors que la Constitution européenne, c'est pas un truc de gauche ou c'est pas un truc de droite, c'est un truc qui est, pour les personnes qui sont entre guillemets anticapitalistes, c'est vraiment c'est extrêmement capitaliste, c'est le libre-échange. C'est même pas du libéralisme, c'est du néolibéralisme. En fait, on va leur dire, mais non, attention, ceux qui commencent à penser ça, ce sont des gens dangereux, ce sont des gens pro-Trump, ce sont des gens pro-Poutine maintenant, ce sont des gens qu'il ne faut pas écouter. Et c'est des gens qu'il ne faut surtout pas adhérer, auxquels il ne faut surtout pas adhérer à leurs opinions. Et avec ça, vous avez quelque chose qui est encore plus pervers en fait que les systèmes d'information, les problèmes qu'il y avait jusqu'ici sur les systèmes d'information, c'est-à-dire à savoir un problème économique, puisque la plupart des médias sont détenus par une dizaine de milliardaires. En fait, c'est beaucoup plus pernicieux et c'est beaucoup plus puissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les journalistes eux-mêmes qui vont faire de l'autocensure. Et des gens comme à France Télévisions vont y croire vraiment à ces idées-là. Ils vont être sélectionnés pour ça. Si vous voulez travailler pour France Télévisions, vous devez croire au service public, vous devez croire en l'état de droit, vous devez croire en tout ça, etc. Si vous commencez à remettre en cause les institutions, à dire, mais attendez, notre État, il y a quand même un problème, il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas, l'argent public est mal utilisé, etc. Si vous commencez à réfléchir comme ça, vous ne pouvez pas rentrer dans France Télévisions. Vous ne pouvez pas, pourquoi? Parce que ce serait être au contraire de votre employeur, entre guillemets. Et c'est comme ça que ça marche. Alors avant, il y a une époque où des médias comme France TV pouvaient laisser un peu plus d'idéologie, mais au fond, ça a vraiment basculé encore plus, je dis bien encore plus parce que c'était déjà le cas à l'époque de 2005, et ça a vraiment encore plus basculé après 2005. Donc tout ce que je vous dis là, en fait, au fond, même si on n'est pas beaucoup aujourd'hui, mais peu importe, tout ce que je vous dis là, au fond, quand vous discutez avec beaucoup de gens, ils s'en rendent compte, finalement. Ils s'en rendent compte, pourquoi? Parce qu'ils réalisent bien que les médias leur mentent. Ils réalisent bien qu'il y a quand même un souci avec l'information.
la plupart, enfin beaucoup de chaînes de télévision ne donnent pas toutes les informations qu'il faudrait. Alors quand je dis toutes les informations, c'est l'ensemble des informations qui sont les plus importantes, qui sont importantes pour le citoyen. On va vous parler toute la journée. Prenez par exemple le JT de 20h ou le JT de 13h, parce que le JT de 13h c'est encore pire. Je sais pas si vous avez déjà regardé le JT de 13h de France TV. C'est, allez, 50% de il fait beau, il pleut, la culture d'huître. Voilà, c'est à peu près ça. On va parler peut-être 1 minute d'actualité géopolitique, mais en général, de façon très très biaisée, pour dire que, bon voilà, Donald Trump a fait une connerie, a dit une connerie, et puis Poutine, il est très méchant, il est en train de tuer tous les Ukrainiens. Voilà, ça se résume à ça. Il n'y a pas d'analyse de faits, il n'y a pas de confrontation des idées. Or, qu'est-ce que c'est que le journalisme à la base ? Une des premières choses qu'on est censé apprendre quand on fait du journalisme, c'est le recoupement. Le recoupement des faits, c'est quoi ? C'est pas ce qu'on appelle croiser les sources, parce qu'aujourd'hui, les lobbies des informations qui font de ce qu'on appelle de l'éducation aux médias. L'éducation aux médias, faut faire très attention à ça. C'est un lobby de propagande pour vos enfants. Je sais pas si certains ici ont des enfants, mais faites très attention. Aujourd'hui, au niveau de l'éducation nationale, on est en train de mettre de la grosse propagande aux enfants en leur expliquant attention à la désinformation sur les réseaux sociaux, il faut écouter qu'un tel. C'est ça, l'éducation aux médias. Moi, je prends ce qu'on appelle une éducation critique des médias. L'éducation critique des médias, c'est tout simplement de dire il n'y a pas de bons ou de mauvais médias, en fait, en soi. C'est sûr, on va dire, c'est un peu... On va me penser au sketch des inconnus. Non, je parle pas de ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas il faut pas faire confiance à un média parce que c'est un titre. Moi, je passe par exemple sur Toxin. Faut pas faire confiance à Toxin parce que c'est Toxin. Faut pas me faire confiance à moi parce que c'est moi. Il faut pas faire confiance au JT de 20h parce que c'est le JT de 20h. En fait, il faut écouter les informations et de se dire, tout simplement, quels sont les faits derrière. Est-ce qu'il y a vraiment des faits ou est-ce que c'est juste de l'opinion? Et la question, en fait, cette question qu'il faut se poser, et qu'en fait, tout le monde peut faire, finalement. Ça paraît énorme comme travail. En fait, tout le monde peut le faire, cette question. C'est aussi cette question du recoupement. Et le recoupement, c'est quoi? C'est d'aller prendre deux sources, qu'on appelle des sources contradictoires, c'est-à-dire des sources indépendantes l'une de l'autre, qui va nous permettre justement de trouver une forme d'objectivité. Même si l'objectivité, on ne peut jamais l'avoir complètement, c'est une manière de se rapprocher de la vérité. Pourquoi? Parce que quand on a deux sources contradictoires, si elles sont pas d'accord les unes avec les autres à la base, deux sources, je vais prendre par exemple une source de droite et une source de gauche, pour caricaturer. Si elles disent la même chose, on peut dire que bon, a priori c'est pas une idée d'opinion, ça se rapproche plutôt d'un fait. Mais si vous utilisez toujours les mêmes sources qui sont forcément d'accord les unes aux autres, si par exemple pour parler, j'ai entendu parler tout à l'heure du vaccin ou autre, vous n'avez parlé que des gens qui sont pro-vaccin, bah forcément, au bout d'un moment, vous n'avez que la même idéologie. Or, le fact-checking ou la plupart des médias, qu'est-ce que ça consiste à faire ou à dire? C'est de dire non, il n'y a que eux qui disent la vérité. Et les autres, quel que soit leur diplôme, quelle que soit leur qualité, quelle que soit leur expérience ou autre, ils mentent. Ce sont des désinformateurs. Pourquoi? Parce que eux, ils font de l'opinion. Nous, on fait des faits. Et en fait, cette inversion, parce que c'est une inversion totale, cette inversion de dire eux font de l'opinion, eux font de la propagande, etc., nous on fait des faits, c'est ça qui manipule énormément, non seulement les journalistes, mais aussi les citoyens. Vous avez aujourd'hui, là, à France Télévisions, alors là, il y a marqué liberté, égalité, ça me fait beaucoup rire. Vous avez aussi une nouvelle publicité que j'ai vue il n'y a pas si longtemps à France Info, enfin surtout France Info, qui nous dit « L'information n'est pas une opinion ». Je ne sais pas si vous avez vu cette. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, ils ont bien compris que les critiques, elles disent quoi? Elles disent « Mais vous faites de l'opinion, vous ne faites pas de l'information ». Oh, ils vont dire non, le contraire. Mais non, pas du tout. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est pas de l'opinion. C'est des faits. C'est la vérité vraie. C'est comme ça qu'ils pensent. C'est comme ça qu'ils pensent. Ils disent, mais nous, si on utilise les bonnes sources, ce sont eux les bonnes sources, c'est l'Élysée. Enfin, c'est l'Élysée. Même si l'Élysée, évidemment, si vous êtes un journaliste, mais non, je vais pas utiliser que l'Élysée, on se doute bien que l'Élysée dit pas les bonnes choses. Mais si vous dites, par exemple, dans le cas du vaccin, ou autre, quel que soit ce que vous pensez du vaccin, encore une fois, je suis pas là pour dire de mon opinion, quel que soit ce que vous pensez sur certains sujets. Si vous dites tout simplement, c'est Santé publique France qui a raison, automatiquement. Or, Santé publique France, c'est une institution qui dépend du pouvoir, qui dépend du gouvernement. C'est son budget, il est décidé par le gouvernement.
C'est pas une destitution indépendante. Et en fait, toutes ces institutions-là qui font partie de l'État français sont des institutions qui, surtout sur la Macronie, ont été extrêmement centralisées, où on a nommé, où il y a eu un système qui permet de décider qui sont aux directions de toutes ces institutions-là, et ce sont ces institutions-là qui vont sortir, entre guillemets, les faits qui vont être reproduits par nos fact-checkers et par nos médias en général. Et c'est ce qui fait que derrière, on va me dire, mais non, mais moi, c'est pas l'Élysée que je cite, c'est Santé publique France. Mais c'est à peu près pareil, en fait. C'est ça qu'on comprend pas. C'est quasiment la même chose. Et c'est quasiment la même chose dans énormément de sujets. Et derrière tout ça, vous avez aussi, au sein d'un certain élitisme, dont représente Delphine Ernotte. J'ai entendu tout à l'heure Delphine Ernotte et socialiste, etc. Alors moi, j'ai un peu de mal, parce que je sais que je viens de la gauche, c'est un peu compliqué pour moi d'entendre le mot socialiste à côté de Delphine Ernotte. Mais Delphine Ernotte, évidemment, est quelqu'un qui va parler qui va être progressiste, elle va parler du mâle hétéro blanc, effectivement le mâle hétéro blanc, mais surtout ce qu'elle a dit, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est on n'est pas là pour représenter les Français. On est là pour... alors, je vais retrouver sa phrase exactement. On n'est pas là pour représenter la France telle qu'elle est. On est là pour représenter la France telle qu'on veut qu'elle soit. Et ça, c'est quelque chose... Et quand elle dit « on », c'est qui le « on » ? Le « on », c'est en fait la caste dont fait partie Delphine Ernotte. C'est la caste des gens qui sont à la fois au pouvoir, sont extrêmement riches, qui sont complètement... qui vivent à Paris. Moi, je suis pas parisienne, par exemple, je suis venue exprès pour cette initiative-là. Ce sont des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité de la plupart des Français. Le salaire moyen d'un Français, c'est quoi? C'est autour de 2000, 2100 euros. Ça, ce sont des gens qui... Delphine Ernotte, vous avez dit combien tout à l'heure? 400 000 euros par an. Mais c'est même pas la totalité de son salaire, vous le savez ça. Qu'elle touche de l'argent autrement, elle touche de l'argent comme sur des droits de production, sur d'autres. Donc, c'est des symptômes ou autre chose, donc c'est pas que son salaire, c'est ça le pire. Évidemment, donc, évidemment, c'est pas que ça, donc c'est des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et je dis ça, c'est pas une question de revenus, hein. Vous avez des gens qui peuvent gagner très bien leur vie et qui ne sont pas endoctrinés dans ces idées-là. Et vous avez des gens qui, à l'inverse, gagnent pas tant d'argent que ça. Par exemple, beaucoup de journalistes de France Télévisions qui vont peut-être avoir un salaire autour de peut-être 2000 euros, quelque chose comme ça, un salaire moyen, mais qui vont penser comme des Ernotte. Pourquoi? Parce qu'ils font partie d'une espèce de caste, ils sont un entre-soi, où en fait on pense tous la même chose, on pense plus ou moins, on est tous d'accord. Et pourquoi il y a eu cette initiative aussi, j'ai vu, parce qu'il faut parler quand même de l'affaire Legrand-Cohen. L'affaire Legrand-Cohen, faut quand même le rappeler, ce sont deux journalistes éditorialistes de France Télévisions et de Radio France. Et de Libération, effectivement, qui sont des personnes qui donc ont une chronique sur France Inter, entre autres, et sur France 5, et qui ont dit, dans un café, tout simplement, avec des cadres du Parti Socialiste, on va s'occuper de Dati, et puis, surtout, qu'est-ce qui va se passer pour les élections sur Glucksmann? On va essayer d'être à fond derrière Glucksmann, hein, c'est ce qu'a dit un des cadres. Et puis il a dit après, en tout cas Thomas Legrand qui a dit, nous on va essayer de ramener tout ça, parce que le centre, le Marais, ce qu'on appelle le Marais, c'est là où vous voyez à quel point on est complètement dans un entre-soi quand on parle du Marais. Le Marais, centre droit et tout, il écoute beaucoup France Inter. Quand il dit ça, Thomas Legrand, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ouvertement, on va travailler avec les moyens du service public pour favoriser un candidat. Tout journaliste honnête, ou cadre honnête, tout journaliste qui respecterait sa déontologie, telle que la déontologie qu'il y a, parce qu'ils ont une charte déontologique à France Télévisions, ou à Radio France. Toute personne qui aurait une idéologie, qui aurait cette charte-là, on va dire que ces personnes-là, elles démissionnent. Ce serait une idée de base. Qu'on soit de droite ou de gauche, peu importe, elles démissionnent, point barre.
Un éditorialiste, il faut vraiment faire cette distinction. Un éditorialiste, il a le droit de montrer son opinion. Ça, c'est pas un problème, techniquement. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas ni de loi, ni de charte déontologique qui empêche à un journaliste d'avoir sa propre opinion. Ça, c'est une vue de l'esprit. Même dans le service public. Par contre, vous avez une charte qui dit on n'est pas censé favoriser un parti, on n'est pas censé favoriser un candidat. Même si vous avez vos opinions, vous n'êtes pas là pour faire de la propagande pour un candidat. Parce que ça, c'est de la propagande. C'est un service de communication, c'est un service publicitaire. Donc, Thomas Legrand viole concrètement la charte déontologique auquel il s'est attaché. Quelqu'un comme ça, normalement, aurait dû démissionner, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement on n'a absolument rien dit, ils n'ont rien eu, ces personnes-là. Il y a eu pire que ça. Le syndicat des journalistes, syndicat national des journalistes de France Télévisions, qui s'est dit outré, je dis bien outré par l'affaire Cohen-Legrand, non pas par ceux qui les ont dit, mais par le fait qu'on les a critiqués pour ce qu'ils ont fait. Et c'est aller même plus loin que ça. Vous avez une institution, je parle encore des institutions, l'ARCOM, le soi-disant gendarme de l'audiovisuel, que beaucoup de journalistes prétendent comme indépendant. L'ARCOM n'est pas une institution indépendante, ne l'a jamais été, jamais. L'ARCOM, c'est un truc au service du gouvernement, dont la présidence est nommée par le gouvernement. Ce n'est un service qui n'a jamais été indépendant. C'est encore une fois, comme Santé publique France, comme deux institutions, c'est un service qui est vraiment dépend du pouvoir. Eh bien, l'ARCOM, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une mise en demeure, enfin non pas une mise en demeure, mais je crois en tout cas une alerte à Europe 1, parce que vous avez eu un chroniqueur qui a parlé de l'affaire Cohen-Legrand et qui a dénoncé ce qui avait été dit par Monsieur Legrand. Et ils ont dit attention, ça c'est l'ARCOM a dit non, il ne faut surtout pas faire ça. On n'a pas le droit de critiquer ce qui s'est passé. Et là, ça c'est pour moi c'est une révélation non pas extraordinaire, mais ça montre à quel point vous avez tout un appareil médiatique qui est complètement sclérosé par cette idéologie-là qui fait que il ne faut surtout pas critiquer les journalistes entre eux. Vous avez un énorme corporatisme à ça. Et si c'est entre guillemets le Parti socialiste, je mets vraiment des gros guillemets là-dessus, on a le droit. On peut faire de la propagande, c'est bon, pas de problème. Et c'est pas normal en fait. Vous pensez bien que si alors, il faut vraiment faire une imagination, mais imaginez que ce soit Monsieur Legrand ou Cohen qui soit avec des cadres du Rassemblement national. Est-ce que vous croyez vraiment que le syndicat national des journalistes les aurait défendus? Est-ce que vous croyez vraiment que l'ARCOM aurait défendu, ou en tout cas, ce qui est allé à l'encontre des critiques contre ça? Non, l'ARCOM, ils auraient fait le contraire. L'ARCOM, ils auraient dit non, ces journalistes-là, faut les virer. C'est à l'encontre de la charte déontologique des journalistes. C'est pas une question d'opinion. Voilà. Donc en fait, en fonction de quelle idée on se place, on a le droit. Et pourquoi je parle pourquoi je dis que si c'est les socialistes, on a le droit? Parce qu'on a fait quelque chose, encore une fois, derrière tous ces lobbies d'oligarchie et tout, on s'est prétendu de gauche de partout en disant on a des valeurs antiracistes, on a des valeurs humanistes, etc. Et l'Union européenne, c'était pareil, c'était des valeurs humanistes, c'était des valeurs de démocratie, etc. Alors que le fondement même est antidémocratique. Le traité en lui-même est antidémocratique. Il est antidémocratique, mais pourquoi il faut aller lire le traité? Qui va lire les traités? Parce que c'est plein de novlangues. C'est novlangue et c'est fait exprès de faire la novlangue. Pourquoi? Vous lisez n'importe quelle réglementation européenne, faut aller décortiquer, hein. Moi, je l'ai fait, ce travail-là, décortiquer. Par exemple, décortiquer le Digital Service Act. C'est compliqué. C'est compliqué et c'est volontairement compliqué. Quelqu'un comme Étienne Chouard l'avait extrêmement bien compris, ça. Il avait extrêmement bien expliqué. Il avait dit, mais c'est volontairement compliqué. C'est pas censé être aussi compliqué. On vous dit, ça renvoie à tel article là, donc vous devez faire des allers-retours tout le temps, c'est extrêmement compliqué.
Et c'est volontairement compliqué, pourquoi? Parce qu'il ne faut surtout pas que le peuple comprenne de quoi on parle. Et c'est par prix de dire, mais attendez, c'est trop... Enfin, quand vous parlez même avec la plupart des gens en disant, ben, peut-être qu'on pourrait commencer à penser à dire que le peuple vote ses propres lois. Ou au moins une partie de certaines lois, par exemple. Les gens vont vous dire, mais non, mais c'est trop compliqué. Voilà, on peut pas faire ça, c'est trop compliqué. On a vraiment mis cette idée dans la tête que c'était beaucoup trop compliqué. Et je reviens justement, parce qu'on va dire je pars dans tous les sens, mais je reviens justement sur l'idée de parti socialiste. Qu'est-ce qu'on a mis à la place? Dire, ben, si c'est trop compliqué, on va mettre des valeurs à la place. Des valeurs. Les valeurs, la démocratie, l'antiracisme, le droit, la paix. La paix, c'est beau, c'est quand même un merveilleux mensonge qui a été fait par la paix, en disant la paix. Alors qu'aujourd'hui, on nous parle d'armée européenne, on nous parle de aller faire la guerre à la Russie, parce que sinon c'est la Russie qui va nous envahir. Demain, vous avez les chars russes qui vont arriver. Demain. Vous vous rendez compte que France Télévisions, on parle de ça toute la journée, quand même. Alors le pire, c'est d'aller dire ça, c'est là, ça vaut pas quand même LCI. LCI, pour moi, c'est devenu une chaîne humoristique. C'est-à-dire qu'ils disent tellement de conneries, mais vraiment, à la limite, c'est hallucinant. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a rien, c'est des mensonges H24. C'est des mensonges, en fait, où en plus, pour la plupart, c'est très facile de les démonter. Mais LCI, toute la journée, qui va raconter des conneries en nous expliquant que, en plus, c'est même pas cohérent, parce qu'on nous dit que l'armée russe est en décomposition et que, en gros, elle utilise des puces de machines à laver et se balade avec des chameaux, hein, c'est ça qui est... Voilà. Ah, des cheminées avec des missiles, évidemment. Alors ça, c'était pas mal du tout. Ça, c'est un bon exemple, je vais en reparler après, mais... c'est-à-dire qu'on va vous balancer des mensonges toute la journée. Les fact-checkers, ils vont pas regarder LCI, ils vont pas se dire, attention, LCI, non. Alors qu'il y aurait des faits, il y a tout un tas de faits, hein. Il suffit de faire une recherche Google pour savoir que ce qui est dit est faux. Ou tout simplement de dire, par exemple, on va peut-être pas par exemple, l'histoire des machines à laver, c'est un bon exemple. Les fact-checkers, certains fact-checkers ont dit, non, mais c'est vrai cette histoire. Elle est entièrement vraie. Pourquoi? Qui c'est qui l'a dit en premier? Devinez. La Commission européenne. Madame Ursula von der Leyen. Madame Ursula von der Leyen a dit, on le sait, que la Russie utilise les puces de machines à laver. Pourquoi elle a dit ça, Ursula von der Leyen? Elle s'est basée sur quoi? Elle s'est basée sur une étude qui avait dit que dans certains pays limitrophes à la Russie, il y avait une augmentation d'achat d'électroménagers. Voilà. C'est tout. Il n'y a que ça. Donc ils en ont déduit que s'il y a une augmentation d'achat d'électroménagers, c'est forcément que c'est la Russie qui rachète ces matériaux-là parce qu'elle a besoin de puces, etc. Bon. Vous allez voir des gens un peu près sérieux, les Japonais, par exemple. On fait des études très sérieuses. Les Japonais, c'est la formation japonaise, c'est intéressante pour ça, parce qu'ils sont assez neutres, bizarrement. Les Japonais, ils ont fait un rapport assez intéressant. Ils ont montré qu'en fait, comment la Russie, parce que c'est une vraie question, la Russie, comment elle fait pour s'apprivoisiner en semi-conducteurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, les principaux producteurs de semi-conducteurs, c'était les États-Unis. Et comme il y a eu un embargo, elle se posait la question comment la Russie allait faire. La Russie, en fait, elle a fait quelque chose de très simple. Elle a utilisé ce qu'on appelle les sociétés écrans, comme n'importe qui, notamment en Chine et dans d'autres pays, qui achetaient des semi-conducteurs aux États-Unis pour les revendre à la Russie. En fait, la Russie n'a jamais eu besoin d'acheter des machines à laver, ce qui, en plus, parler à n'importe quel ingénieur, est stupide et absurde. Mais peu importe, si la Commission européenne a rendu un rapport qui vous expliquait ça, vous avez à voir. La Commission européenne, c'est quoi? C'est une institution. L'institution, elle dit forcément le vrai. Donc vous avez à voir tous les fact-checkers qui vous ont dit, et vous pouvez retrouver tous les fact-checkers qui vont dire la même chose en disant non, c'est vrai, c'est parfaitement vrai. Et ceux qui disent le contraire, c'est faux. C'est des désinformateurs, c'est des complotistes, c'est l'extrême droite, c'est des pro-russes. C'est des platistes. C'est des platistes, on n'est pas loin de ça. Donc voilà comment ça marche. Et alors, l'histoire de la cheminée, elle est très intéressante, cette histoire de la cheminée. C'est France TV. De France TV, qui effectivement, c'est le journal de France 2, qui a dit c'est un missile, en fait, n'importe qui pouvait voir que c'était une cheminée. Comment se fait-il qu'ils ont fait ça? On peut se poser la question. En fait, ils reçoivent des productions qui sont faites par des agences de presse. Ils les relisent même pas, ils les balancent et ils lisent le script. C'est ça qui s'est passé.
C'est-à-dire que la journaliste qui a fait ça, elle a même pas relu ce qu'il y avait derrière. Il faut savoir que la plupart des journalistes fonctionnent pareil. Ils reçoivent du papier mâché qui sont faits par d'autres productions, en général des productions privées. Ces productions privées, elles appartiennent à qui? Ça aussi, c'est une grande question. Ils vont pas faire leur travail de journaliste. Ils vont juste recracher tout ça. Et c'est comme ça que vous avez énormément de propagande, que vous avez énormément de désinformation sur ce qu'on appelle les médias mainstream. Et du coup, je voulais parler tout à l'heure du pourquoi du Parti socialiste ou autre. Parce que, encore une fois, si vous commencez à vérifier ces informations-là, ce que je vous ai dit sur la Commission européenne, ça demande un travail de journaliste. Ça demande d'aller regarder ce qui a été dit dans ce rapport. Et de pas juste dire, si c'est Ursula von der Leyen qui le dit, c'est bon. Mais il faut savoir que beaucoup de journalistes, malheureusement, ne font pas ce travail-là. Ils font pas ce travail-là. Et si c'est une institution qui le dit, c'est que c'est forcément vrai. Voilà. Grave erreur. C'est plus qu'une grave erreur. C'est de l'anti-journalisme. C'est pas du journalisme, c'est un travail de communication. Et même la communication, moi je viens de la communication. La communication, c'est ni bon ni mauvais. C'est un travail de propagande et c'est un travail de manipulation. De manipulation. Et c'est le contraire du journalisme. C'est absolument contraire au journalisme de faire tout ça. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un sur France TV, qui est sûrement extrêmement bien payé en plus de ça, qui n'a pas fait son travail de journaliste, qui ne s'est pas dit, tiens, ça ressemble quand même pas trop à un missile, ça. Enfin, je sais pas, qui a même pas juste regardé ce qui a été dit. Non. Pourquoi? La journaliste, peut-être qu'elle a lu ce truc, elle a dit, ah, c'est bien ça. Alors, elle s'est peut-être pas dit ça comme ça. Mais dans sa pensée, elle s'est dit, ça montre à quel point la Russie est quelqu'un de très, 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 très méchant. Et pourquoi la plupart des journalistes croient à ça? Parce qu'il y a une réalité aussi, que la Russie, en matière de liberté d'expression non plus, c'est pas tout à fait ça. En Russie, vous avez eu une loi qui est passée, notamment, qui lutte contre la désinformation. C'est une loi contre la désinformation. C'est une loi, d'ailleurs, dont s'inspire beaucoup M. Macron, ici. Et qui, malheureusement, empêche certains journalistes de discuter de la guerre. Et ils auraient le droit, je pense, moi, je suis de ces personnes qui pensent que les Russes devraient avoir le droit de discuter de la guerre dans leur propre pays. Mais je suis pas là pour discuter de la Russie de la France, mais ce qui se passe, c'est que vous avez aussi derrière des doctrines très pro-américaines. Pourtant, les États-Unis sont quand même les rois du mensonge. On se rappelle la guerre en Irak. La guerre en Irak, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu l'ensemble des médias américains qui ont blanchi tous les mensonges du gouvernement américain à l'époque sur les armes de destruction massive. Vous avez d'ailleurs un excellent reportage là-dessus qui s'appelle Buying the War. Je conseille vraiment à tout le monde et qui montre vraiment comment tous les journalistes en fait étaient eux-mêmes endoctrinés et les journalistes le disaient, on disait mais nous on y croyait. Pourquoi? Parce qu'on a été traumatisés par les attentats du World Trade Center, donc on y croyait à ça. Et donc vous avez tous ces lobbies-là qui ont cru, et les journalistes sont fait pareil, ils y croient que Poutine demain il va nous envahir. C'est des idiots utiles. Beaucoup y croient. Parce qu'on vous a dit toute la journée, mais c'est le plus grand tueur de journalistes, c'était Poutine, etc. Donc ils y croient à ça. Et ils croient quand on leur dit que des gens comme moi sont payés par la Russie. J'ai plein de gens qui croient qu'ils sont payés par le Kremlin, ça me fait beaucoup rire, ça me fait énormément rire. J'en rigole, c'est à pleurer évidemment, il faudrait mieux en pleurer qu'autre chose. Mais beaucoup de gens croient à ça. J'ai déjà discuté avec des journalistes qui croient sincèrement à ça. Et quand vous discutez avec des fact-checkers, j'ai discuté avec des fact-checkers entre autres, je leur ai dit, mais ça vous pose pas un petit problème, parce qu'il faut savoir que tous les systèmes de fact-checking ne sont jamais financés par la population, personne n'irait payer pour ça. Tous les fact-checking sont financés en général par des ONG, des lobbies qui sont tous liés à ce qu'on appelle l'État profond américain, à des institutions américaines, notamment la CIA, entre autres. Parce que vous avez l'institution qui s'appelle la National Endowment for Democracy, qui est fondamentalement une institution, qui s'appelle ça soft power américain, mais qui est une institution pour les intérêts américains, qui valorise les intérêts américains dans le monde. Quand je dis les intérêts, c'est l'impérialisme américain. Bon.
la National Endowment for Democracy, dont le patron a dit dès sa création que c'était qui faisait le travail de la CIA. On dit très très clairement. Donc la National Endowment for Democracy, c'est un paravent de la CIA. C'est quelque chose qui est notoirement connu. Quand je pose la question à certains fact-checkers, en disant ça vous pose pas un petit problème d'être payé par un organe qui est un paravent de la CIA quand même. Je veux dire, la CIA c'est quand même pas une institution qui a fait que du bien dans l'humanité. Ah oui, mais ça c'est compliqué cette question parce que vous comprenez, à choisir, on préfère être payé par des démocraties. Voilà ce que c'est. Malheureusement, c'est une réalité, c'est que beaucoup de journalistes sont persuadés qu'il y a un camp du bien et un camp du mal. Le camp du bien, c'est c'est entre guillemets. Alors, c'est plus les États-Unis parce que maintenant il y a Trump, c'est plus tant les États-Unis. Mais en tout cas, juste à pas si longtemps, quand c'était Monsieur Biden, c'est pas Papy Biden qui gouvernait, je Papy Biden, je pense que ça vient pas son prénom. Mais quand c'était les démocrates entre guillemets qui gouvernaient, bon, les États-Unis, c'était le camp du bien. Donc tout ce qui sort du camp du bien, ben ça va, on va pas s'en méfier, alors que tout ce qui sort de la Russie, il faut forcément s'en méfier. Et c'est là où vous avez eu justement la censure de RT News. RT, qui, en fait, paradoxalement, et encore une fois, je suis critique à l'égard de la liberté d'expression en Russie, mais qui, paradoxalement, RT était obligé de faire du journalisme. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement surveillés. C'est-à-dire qu'au moindre écart, le moindre écart que faisait RT, ils se prenaient une mise en demeure par l'ARCOM ou le CSA. Ils ont d'ailleurs eu une mise en demeure, mais vous savez pourquoi? Parce que c'est ce que la première chose qu'on va vous dire. Oui, mais RT avait fait de la désinformation. La seule fois où ils ont chopé pour de la désinformation, c'était parce que ils avaient fait une traduction en direct et on avait dit que cette traduction n'était pas tout à fait exacte sur certains mots. Voilà, c'est juste ça. C'est une chose pour laquelle avait été mise en demeure RT. C'est-à-dire qu'RT était obligé d'être extrêmement factuel, était obligé de respecter le pluralisme des opinions, parce que sinon, ils savaient qu'ils étaient sur la sellette. Donc paradoxalement, quand vous avez ces systèmes-là qui surveillent vraiment les médias, ils se retrouvaient à faire vraiment du journalisme. Et ça, pour moi, c'est un exemple. Ça montre que quand vous avez justement des contre-pouvoirs au pouvoir médiatique, c'est là où on peut faire du journalisme. Et c'est là où justement, je pense qu'on peut réfléchir à comment changer un petit peu ce système, tout simplement en reprenant les contre-pouvoirs au pouvoir médiatique. Et ça passe par justement des réunions comme ça, pour informer les gens. Ça passe aussi par vraiment créer des médias citoyens. Ça passe par soutenir des médias citoyens. Et ça passe surtout à vraiment le peu d'espace qu'on a, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a un Emmanuel Macron qui est qui nous a fait tout un discours, mais ça fait un moment, qui nous dit, attention, il a quand même fait un discours il n'y a pas longtemps en expliquant que la désinformation sur les réseaux sociaux, c'était pas des vrais journalistes, ceux qui font ça. C'est pas des journalistes indépendants. Et vous avez Emmanuel Macron qui, avec Ursula von der Leyen, entre autres, ont dit, on va faire des fonds pour soutenir les médias indépendants. Vous vous rendez compte du paradoxe qu'il y a? C'est eux qui vont vous dire, c'est nous qui finançons les médias indépendants. Mais si c'est eux qui financent, c'est pas des médias indépendants, justement. C'est tout le temps du orwellien. Mais ça passe, comme dirait. Et ça passe. Comme disait Édouard Philippe. D'ailleurs, Édouard Philippe, il n'y a pas si longtemps, vous a dit, oh, c'est vrai, j'ai pris des décisions inhumaines. C'est vrai. Mais si on me demandait, je le referais. C'est pas un souci. Donc, exactement. Exactement. Pourquoi? Parce que c'était le cercle de la raison. Et moi, je vous demande aujourd'hui de dire, mais non, il faut lutter. Le cercle de la raison, c'est justement ceux qui vont lutter contre ces logiques absurdes, complètement absurdes, ces logiques orwelliennes de nous dire que l'Union européenne est une démocratie alors que c'est quelque chose de fondamentalement antidémocratique. C'est de nous dire que le service public, entre autres, ou l'ARCOM sont des institutions indépendantes alors qu'elles sont fondamentalement liées au pouvoir. C'est de nous dire que les fact-checkers n'ont pas d'opinion, qu'ils font la vérité alors qu'ils passent leur temps à blanchir des mensonges, à blanchir de vrais mensonges. Que ces mensonges, ils sont là, qu'on peut en citer beaucoup, beaucoup comme ça.
Et c'est tout simplement de dire, bah non, nous, on n'est pas stupides, justement. Vous voulez faire croire à tout le monde qu'on est des stupides, qu'on est des platistes. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Ou qu'on nous a amené, nous a mis les policiers. Parce qu'on se dit, bah, ces gens-là, c'est quand même des platistes, c'est des gens un peu fous, c'est des gens d'extrême droite, c'est des gens, attention, hein, faut pas y croire, faut pas les entendre. Ces gens-là. Mais non, justement, faut résister à ça. Et résister à ça, ça passe justement par se dire, en fait, chacun d'entre vous pouvez devenir journaliste. Chacun d'entre vous pouvez faire du média citoyen. Chacun d'entre vous pouvez vérifier, vous pouvez recouper des informations. Chacun d'entre vous pouvez débattre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et c'est en faisant ça que, justement, on pourra reprendre le contrôle sur les médias. Parce que ce qui se joue aujourd'hui, c'est vraiment le contrôle des médias. Et pourquoi? Parce que sans ça, il n'y a pas d'avenir possible, il n'y a pas de résistance possible. On nous parle toute la journée de la démission d'Emmanuel Macron. On nous parle toute la journée de ça, mais les gens vont dire, oui, mais si Macron démissionne, qu'est-ce qu'on a à la place? Ben, on a des Bardella ou Glucksmann. C'est à peu près la même chose, hein, l'un ou de l'autre. Bon. Oui, mais les gens comme Bardella, Glucksmann ou Macron, ils ont le pouvoir médiatique sur eux. Comment se fait-il que la femme, j'aimerais bien que quelqu'un m'entende d'ailleurs chez France Télévisions, comment se fait-il que la femme d'un candidat au présidentiel dirige le 20h de France Télévisions du service public? Je pose la question. Est-ce que les journalistes qui travaillent à France Télévisions sont tous d'accord avec ça? Et comment vous pouvez vous dire derrière que, mais non, nous, ce qu'on fait, on fait pas de l'opinion, on fait de l'information. Comment ça, vous faites de l'information quand vous avez Léa Salamé qui dirige le principal journal d'information des Français payé par nos impôts? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut pas dire peut-être que Léa Salamé, elle est pas d'accord avec son mari, c'est d'ailleurs ce qu'elle va défendre et tout, mais juste par principe. Par principe, on ne peut pas laisser faire ça. L'année dernière, elle a reçu le trophée de la serpillière d'or dans mon tweet. Léa Salamé. Je salue au bon tweet d'ailleurs. Je salue au bon tweet. Bien sûr, elle a reçu la serpillière de... Mais parce que c'est pas que Léa Salamé, c'est toutes les personnes qui sont derrière Léa Salamé. C'est les Patrick Cohen, c'est les Thomas Legrand, c'est des gens comme Libération qui vous ont dit, bah, faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Et qui maintenant dit, ah ben non, finalement c'est un incapable. C'est bien, il était peut-être temps de se réveiller. Parce que ça fait un moment que vous avez tous ceux qui avaient soutenu Macron qui là se disent, ouais bon là il commence à poser problème. Pourquoi? Ça pose problème, pourquoi? Parce que bah, tous ces gens-là, ils sont en train de se dire, on est en train de ce qu'appelle quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre-Yves Rougeron, qui a dit la machine à fabriquer les Macron. Quand il parle de la machine à fabriquer les Macron, c'est le pouvoir médiatique. Macron, il a été élu par le pouvoir médiatique. Le pouvoir médiatique qui nous a dit que c'était un Mozart de la finance. Bon, c'est un peu compliqué le Mozart de la finance avec 3 000 milliards de dettes maintenant. C'est un loser de la finance. Évidemment, c'est quelqu'un qui a plus de 11 minutes, enfin, qui a maintenant à 11% je vais y arriver, 11% d'opinion favorable. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que vous avez un petit peu dire, attention Macron, ça craint. Mais la réalité, c'est que si c'est pas Macron en soi le problème, c'est tout le pouvoir médiatique. Parce que si c'est pas Macron, ça sera peut-être un Glucksmann, ça sera peut-être un Bardella, ou ça sera peut-être quelqu'un qui va faire exactement la même chose, en fait, depuis le début. Si on reprend pas le pouvoir médiatique. Donc, pour conclure, parce que je vais me faire virer, je crois que je parle beaucoup trop longtemps. Pour conclure, le plus important vraiment, c'est ça. C'est non seulement de résister à cette propagande médiatique, mais c'est surtout de parler autour de vous, de débattre autour de vous et de dire mais vous n'êtes pas idiots, c'est pas si compliqué que ça l'information. C'est pas si compliqué, tout le monde en est capable, tout le monde est capable de faire de l'information, tout le monde est capable de vérifier l'information, tout le monde est capable de débattre, de se mettre à la place de l'autre, de discuter avec l'autre, tout le monde en est capable en fait. Et en fait, il n'y a que comme ça qu'on reprendra le pouvoir médiatique et derrière la souveraineté populaire. Je vous remercie. Bravo.